Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast où aujourd'hui on va répondre à une question existentielle, enfin en tout cas une question existentielle en France. Fallait-il remplacer le FAMAS? Et pour répondre à cette question, je suis accompagné de Arnaud. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui auraient l'audace de ne pas te connaître et qui Oula, n'auraient pas écouté les deux podcasts qu'on a fait déjà ensemble? et, et qui sont nombreux, Et à qui... être Voilà. audacieux, voilà. Donc voilà. Arnaud Lamotte, voilà, je suis ancien fonctionnaire d'État, je suis technicien armement petit calibre, c'est-à-dire ma spécialité c'est la connaissance des armes à feu. Donc j'ai travaillé 15 ans pour l'administration française, principalement au service du ministère de l'Intérieur, mais j'ai aussi travaillé pour d'autres services, enfin d'autres ministères, le ministère de la Défense, etc., de manière plus ponctuelle, le Mhm. ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc dans différentes choses qui sont de l'expertise, de la connaissance technique et de la formation. Et aujourd'hui, je suis expert auprès de la Cour d'appel de Limoges, c'est mon travail principal, donc je suis expert indépendant, voilà. Ok. Alors, on va répondre du coup la question qui est fallait-il remplacer le FAMAS? On va essayer d'être assez neutre sur le sujet, hein, Mhm. même si forcément le FAMAS évoque pour beaucoup, je pense, une certaine forme de nostalgie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder et qui ont utilisé cette arme-là durant leur service. Donc forcément, ça va évoquer certains sentiments, je pense, chez beaucoup de personnes. Mais on va essayer, voilà, d'être pragmatique sur la question. Et c'est vrai que ce, le remplacement du FAMAS par le HK416 a été un sujet très... euh, ça n'a pas fait une polémique, mais quasiment, quoi. Oh si, c'est controversé, et d'ailleurs ça a été, et je pense que ça l'est encore. Alors que, par exemple, on peut comparer avec l'arrivée du Glock. L'arrivée du Glock est plutôt bienvenue, quoi. Alors que, bon, c'est pareil, c'est un produit étranger. Bref, Mm. donc on va un petit peu balayer Mais différents points. Alors, je me permets Ouais, juste vas-y. le casse-pied, mais le Glock a ça de particulier qu'en fin de compte, il vient pas. Alors, il vient remplacer une partie d'un armement, mais une partie d'un armement qui était déjà étranger, vu que dans le cas du MAS G1, bah, c'est quand même une arme, même si elle a été Hmm. fabriquée en France, de conception italienne, et le Mac 50 de manière, voilà, même s'il y est encore. Mais là où aussi il y a quelque chose d'un peu différent, c'est qu'avant, le pistolet était quelque chose qui était réservé à une partie seulement de la population militaire et qui ne concernait pas toute la population. Aujourd'hui, on a un Glock par individu, par soldat, ce qui n'était pas le cas du Mac 50 ou du MAS G1. Hmm. La plupart des soldats, ils avaient juste le FAMAS comme armement. Ok. Alors, le FAMAS, donc son arrivée, c'est 79 quand même. Donc, bah, forcément, une arme, ça a une durée de vie. Ça vieillit. Et bah, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Enfin, est-ce que tu peux parler du vieillissement du parc? Alors, parler du vieillissement du parc. Moi, je vais me replacer dans le contexte, je connais l'arme de manière périphérique, c'est-à-dire, comme je disais, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, des FAMAS, il y en avait quelques-uns en gendarmerie. J'ai travaillé dans un service qui était mutualisé police-gendarmerie, mais on a surtout beaucoup travaillé avec de l'armement police. Et moi, au cours de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec de l'armement police, donc j'ai connu quand même le FAMAS par ce biais-là. On a fait des remplacements et des réparations sur quelques FAMAS de la gendarmerie par ce biais-là. Et après, je le connais de manière périphérique, parce que comme je disais, je n'ai pas fréquenté que le ministère de l'Intérieur, j'ai fréquenté également d'autres ministères. Et j'ai fait également, on va dire, de la coopération avec pas mal de services. J'ai discuté avec pas mal de gens, y compris des techniciens. Donc j'ai une analyse par ce retour-là, mais évidemment, je ne suis pas omniscient. Donc par rapport au vieillissement du parc, ben, c'est un parc qui, voilà, au moment de la décision globalement de passer le marché, on est au milieu des années 2010, c'est un parc qui a quasiment... plus de 30, enfin, qui a plus de 30 ans d'existence, Mhm. et qui n'avait certainement pas été pensé pour durer aussi longtemps. Clairement, déjà, c'est un tour de force d'avoir un parc d'armes, parce que là, en plus, ça, on parle bien d'un parc d'armes, on parle pas de la conception, c'est-à-dire c'est pas comme le M16, où la conception date de la fin des années 50, mais où le parc au sein de l'armée américaine avait déjà été remplacé une première fois là, au début des années 80, entre le M16A1 et le M16A2, et où ces armes-là, en fin de compte, elles avaient fait que 20 ans. Non, là, on parle bien d'un parc qui a commencé à être produit et distribué, comme tu le disais, en 1979, et qui a vu son remplacement... qui n'est pas encore terminé, vu qu'aujourd'hui, il y a encore des livraisons de HK416F et il y a encore des FAMAS en service. Donc c'est une arme qui aura eu une durée de vie supérieure à 40 ans. Donc c'est considérable, et arbitrairement, on peut dire déjà une arme, quand elle a 20 ans de durée de vie, c'est déjà bien. Donc 40 ans, c'est 2 fois la durée de vie. Alors une arme commence à vieillir. Ben, tout le monde va penser à l'usure du canon, mais en Mhm. fin de compte, Un truc logique, ouais.
voilà, en toute logique, les gens en première usure qui pensent, ça va être ça. Mais il va pas y avoir que ça, il va y avoir tout un tas de choses qui va s'user. Les systèmes de mise à feu vont s'user, les systèmes de fermeture vont s'user. Vraiment, il va y avoir les boîtiers vont s'user. Et donc, au bout d'un moment, on va avoir la difficulté à maintenir ce parc en état opérationnel. Alors, est-ce que surtout c'était... que, le FAMAS a fait l'Irak, a fait l'Afghan, le Mali, donc j'en oublie peut-être, mais disons que c'est pas une arme, je dirais que comme en Suisse, c'est une arme qui a eu une véritable activité guerrière, quoi. Et donc, forcément, une usure derrière. Comme vous y alliez avec votre comparaison avec la Suisse, camarade. Et donc voilà, mais ouais, parce que les Suisses, après, je pense que les armes aussi, je pense qu'elles ont tiré peut-être plus que chez nous, paradoxalement. Oui, peut-être, mais ouais. effectivement, c'est vrai que par rapport aux OPEX, c'est quand même des armes qui ont été utilisées, et puis c'est des armes qui ont connu également le service militaire. Donc il y a ces armes qui sont passées de main en main, qui ont servi avec à une époque où on faisait énormément de manœuvres. Hein. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a oublié. Donc voilà, et donc effectivement, quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau des garnitures, vous savez, donc c'est de la fibre de verre renforcée sur le FAMAS avant d'être en polyamide, vu qu'après à la fin c'était de la polyamide, du polyamide. On a de l'usure, on a des choses comme ça, on a des organes de visée. Moi, dans les réparations que j'ai vues, des dessertissages du guidon, qui est une lame en fait, qui est donc fixée sur la tourelle porte-guidon, des choses de ce genre-là. Donc on a une usure et on a un vieillissement du parc. Alors, par rapport à ce vieillissement du parc, parce que les gens vont immédiatement penser à ça, et ils auront raison, est-ce que c'était possible de faire l'investissement pour maintenir le parc en état ? La réponse est certainement. Dans l'absolu, on va dire à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc en y mettant les moyens, le vieillissement du parc était probablement un problème qui n'était pas insurmontable. Il y avait des réparations qui allaient être faisables. Après, parce que quand un FAMAS est fabriqué, déjà c'est la fin de la production du FAMAS, c'est quoi ? C'est quelle année ? Oula, je sais pas, je sais. Alors là, j'ai une bonne idée. C'est soit c'est dans la seconde moitié des années 90, soit c'est au tout début des années 2000, mais ça dépasse pas le tout début des années 2000. Parce que pas à ma connaissance. Quand un FAMAS est fabriqué, il y a donc des pièces détachées, j'imagine, qui sont fabriquées aussi pour préparer les futures réparations. Et ça, c'est quoi ? Enfin, est-ce que tu as un ordre d'idée de... je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que pour un FAMAS fabriqué, on en fabrique limite un deuxième, ou des pièces détachées en double, au cas où, enfin après... Mais oui, il y a eu un approvisionnement, et aussi ensuite, donc il y a un approvisionnement initial, il y a des fabrications, il y a des stocks, et surtout après, ce qui se passe, c'est dans la vie régimentaire de l'arme. L'arme, quand elle a une panne, elle va à l'atelier petit calibre du régiment, elle est réparée. Si elle peut pas être réparée là, elle monte d'un échelon et elle va sur la réparation NTI 2, et donc du coup, niveau technique d'intervention 2. Et donc là, on a, donc c'était les étamat, l'établissement technique matériel armataire, un truc comme ça. Voilà, donc oui, à vérifier, mais les acronymes c'est ça. Et donc là, on a des opérations. Voilà, il y a on va dire, il y a des opérations plus lourdes qui peuvent être effectuées, et en fait, c'est tous ces établissements-là et tous ces services-là, donc les APC, qui ont des stocks de pièces détachées qui correspondent probablement à la dimension du parc d'armes qu'ils ont à gérer, et c'est un stockage, c'est une gestion de stock habituelle, c'est-à-dire on a un seuil critique sous lequel il faut normalement pas descendre. Je dis normalement parce que j'ai vu des dingueries dans ma vie administrative avec des gens qui considéraient que le stock, il fallait qu'il soit globalement à zéro et quasiment commandé, on va dire, en flux tendu, comme ça se fait dans le privé. Sauf que ça marche pas, et on l'a très bien vu avec le Covid, autre sujet. Mais on peut pas, on est obligé de faire certaines comparaisons par moment. Mais donc du coup, voilà, et c'est comme ça que ça a été géré, avec des stocks qui sont à différents niveaux. Voilà, mais donc des stocks de pièces détachées, il y en avait... j'ai jamais eu connaissance, moi, mais ça veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, parce que comme je disais, je suis pas omniscient. J'ai jamais eu connaissance on va dire, de rupture de stock de pièces et de problèmes d'approvisionnement de pièces. Par contre, il y avait un autre problème, et qui ouvrira une question suivante, c'est à quel prix on fait l'approvisionnement des pièces. Parce que du coup, le souci, c'est ça. Quand l'arme est en production, les FAMAS, globalement, c'est plus de 400 000 armes qui ont été produites. Quand on fabrique les armes, on lance une production à grande échelle, et quand on fait des productions à grande échelle, on fait diminuer les coûts. Et en fait, le problème, c'est quand on va stopper la production, pour lancer des nouvelles productions de pièces, on va lancer une production qui correspond à un besoin, généralement très inférieur au besoin initial exprimé, et du coup ça va coûter beaucoup plus cher. Et là, on reboucle sur le propos que j'avais tout à l'heure. Maintenir le parc en état,
Oui, mais à quel prix? La question c'est, est-ce que ça devient raisonnable de maintenir l'arme ou est-ce que ça devient trop cher par rapport au prix d'une arme neuve? Et sachant qu'une arme neuve, ben, tout simplement, elle va permettre aussi et ça aussi c'est un sujet sur lequel on va revenir, elle va permettre d'adapter l'arme aux besoins qui a évolué. Parce que le FAMAS a été conçu dans les années 70, clairement, dans la guerre froide, on est même, on va dire, avant le début de la fin de la guerre froide, même si on pourrait le situer avec le début de l'intervention soviétique en 1975 en Afghanistan, mais clairement en 1979, quand on adopte le FAMAS, il a été étudié par rapport à la guerre froide et certainement pas aux utilisations de guerre asymétriques telles qu'on les connaîtra, notamment après le 11 septembre 2001. Donc, est-ce que l'arme était adaptée? Est-ce que ça valait le coup de continuer à l'utiliser? C'est ça les questions. Et ça n'en fait pas un mauvais fusil. Et ça n'en fait pas... voilà, donc c'est juste que, est-ce que ce matériel est toujours adapté aux besoins qui est existant? La question se pose. Et pour finir sur cette... Enfin, finir, c'est toi qui diras si c'est fini, tu auras peut-être des questions. Mais du coup, il y a un article, on pourra le mettre en lien, d'un général de l'armée française qui disait, voilà, pour 3 percuteurs d'un FAMAS, au moment du remplacement et de l'adoption du HK416F, pour 3 percuteurs, il y a un HK416F neuf. Ça symbolise bien le fait que le maintien du parc en état était devenu trop cher. Effectivement, le parc vieillit, mais en même temps, il y a une grosse problématique, c'est que l'arme n'est plus produite l'outil industriel, français, alors, de mon point de vue, a disparu, mais forcément, si les infrastructures ne sont plus en place, produire, du coup, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 percuteurs, ou voilà, effectivement, la quantité est beaucoup trop petite pour relancer une usine, tout ce que ça implique derrière, les machines, les salariés évidemment, et ça coûte extrêmement cher, alors qu'il y a des infrastructures, surtout aujourd'hui, dans le cadre de l'Europe, qui sont déjà en place et qui permettent d'avoir des choses rapidement et à un prix bien inférieur. Et donc ça va nous amener sur la partie justement, l'outil industriel. Pourquoi a-t-il disparu ou qu'est-il devenu? Et pourquoi on était incapable de produire un nouveau fusil d'assaut en France? Là, le problème, c'est qu'on est obligé de faire une incursion dans le côté historique, et au-delà du côté historique, c'est dans un côté politique. C'est-à-dire, à un moment donné, il a été décidé de faire en sorte que l'armement ne soit plus, l'armement de petit calibre ne soit plus fabriqué par des industries qui appartiennent à l'État. Donc, il a été, je schématise à l'extrême le propos, mais c'est pour faire concis, il a été décidé de privatiser la branche, et évidemment, quand on privatise une branche, donc c'est devenu le groupement des industriels des armements terrestres, et après, c'est devenu Nexter. Mais GIAT, quand quoi. Voilà, effectivement, le GIAT, et ensuite Nexter, et quand on fait de la privatisation, on passe toujours à travers la recherche du profit. Et est-ce que c'est profitable de fabriquer de l'armement petit calibre, surtout quand on n'en exporte pas et qu'on le vend que pour l'utilisation domestique, c'est-à-dire celle de la France? La réponse est clairement non. Peut-être que ça aurait été rentable si on achetait, je veux dire des conneries... 10 000 fusils par an, mais clairement, ce n'a pas été le cas. Peut-être que si le FAMAS s'était exporté, d'ailleurs le FAMAS G2, c'est un peu ça, la tentative, visiblement. Oui, c'est un peu ça la tentative, mais je vais pas dire tentative maladroite, mais tentative extrêmement difficile dans un secteur hyper concurrentiel et où, ça a déjà été évoqué dans d'autres lives, ne jamais oublier que l'achat d'armement petit calibre ou même d'armement tout court répond avant tout à une décision politique, c'est-à-dire géostratégiquement de qui veut-on être proche. Et donc là, le problème, c'est qui veut être proche de la France, au lieu d'être proche soit des États-Unis, soit de la Russie, soit de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Et c'est tout à fait le souci. Alors bon, les Anglais, c'est un mauvais exemple, parce que le SA-80, c'est, je crois, encore moins bien vendu que le FAMAS G2. Mais c'est un peu ça l'idée, et donc du coup, c'est compliqué. Et après, ça, c'est le premier argument pour acheter des armes à l'étranger, et le second argument pour acheter des armes à l'étranger, c'est le prix. Et là, effectivement, le FAMAS G2 n'était pas spécialement compétitif par son prix. Donc les gens vont préférer acheter du matériel moins cher. Donc effectivement, on a une arme qui, malgré toutes ses qualités, et elle en a, bon, déjà avait fait le choix du bullpup, et les bullpup, c'est quand même pas ce qui s'est vendu le mieux en exportation. Et ensuite, on avait un bullpup qui était relativement cher dans un pays dont l'influence était quand même, il faut le dire, décroissante. Les années 80-90, c'est pas l'expansion de l'influence de la France dans le monde. Mais d'ailleurs, il me semble que HK, la santé financière d'HK était pas au top il y a quelques temps. J'avais vu des articles assez bizarres en fait. C'est que même avec la commande française,
et ben en fait, c'était pas si rose que ça, quoi. La vente d'armement petit calibre, le premier marché mondial d'armement petit calibre, c'est le marché civil américain. Donc si vous essayez de vivre en ne faisant que vendre des armes à des armées, surtout avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, mon Dieu, vous avez vendu 100 000 fusils d'assaut à l'armée française sur 10 ans. Ça fait 10 000 fusils par an. C'est des chiffres approximatifs, mais l'ordre d'idée, c'est ça. Ouais. Vous avez vendu, pareil, 100 000 pistolets Glock sur 10 ans pour l'armée française. Mais Glock vendait 2 millions, je ne veux pas vous dire de bêtises, on pourra le vérifier. Mais Glock vendait, je crois, en 2019 ou en 2017, 2 millions de pistolets par an sur le marché civil américain. Donc c'est un marché qui est absolument pas rentable. Et c'est sûr que HK, misant principalement sur la vente de matériel aux membres de l'OTAN et aux pays alliés aux membres de l'OTAN, mon Dieu, les volumes de vente ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Donc, c'est pas vraiment surprenant que HK, voilà. Après, moi, j'avais pas vu cette là vite fait, pour donner un ordre d'idée, là, sur Glock, ça serait 20 millions de Glock vendus depuis l'histoire de Glock, 65% sur le territoire US. Voilà, et ça fait pas pour l'armée. 1 million facile par an, quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que j'avais vu passer le chiffre et ça devait être en 2018 ou en 2019, je crois qu'ils avaient vendu 2 millions de pistolets sur le marché civil. Parce qu'en plus ça, on comprend bien que là, on ne parle pas de marché administratif, et le marché civil est un marché qui est beaucoup plus, on va dire, gourmand de matériel, parce que les gens, pardonnez-moi, et je suis le premier à être concerné par ça, achètent des jouets. Donc quand ils ont un nouveau jouet, ils en veulent un autre. Les militaires, les policiers achètent un outil. Quand ils l'achètent, ils veulent le viabiliser. C'est-à-dire, il faut le faire durer dans le temps. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a gardé le FAMAS pendant 40 ans. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de tireurs sportifs qui ont gardé la même arme et uniquement la même arme pendant 40 ans ? Moi, j'en connais pas. Ce qui est surprenant, c'est que l'industrie d'armement française, elle est très bonne. Je crois qu'on est dans le top 5 des vendeurs au monde d'armes. Mais c'est évidemment, comme tu disais, le problème de rentabilité. Quand on vend des missiles, quand on vend des bateaux, ou quand on arrive à vendre des sous-marins et des avions de chasse, c'est vachement plus rentable que de vendre un fusil d'assaut, quoi. Ouais, et c'est aussi vachement plus noble, mais ça c'est un autre problème. Oui, c'est-à-dire quand on vend... Ouais, mais ça pareil, on a déjà parlé, mais quand on vend de l'armement hautement technologique comme ça, les drones et ça et compagnie, les missiles, ça fait rêver. Bon, ça réduit les gens en purée et ça les brûle, mais ça fait rêver parce que c'est technologique, on a l'impression d'aller sur la Lune. Quand vous vendez un fusil avec un fusil d'assaut avec une baïonnette, de suite, ça fait moins rêver les politiques, je parle. Donc voilà, et c'est pas que chez nous, hein, c'est comme ça partout dans le monde, donc voilà. Mais puis oui, ce que tu dis est très intéressant, mais là aussi, il faut comprendre de quoi on parle. Quand on parle de la France et le 5e exportateur mondial d'armement, c'est pas en volume de matériel vendu, c'est en quantité de pognon emmagasiné. Et en fin de compte, ça c'est très trompeur parce qu'on peut avoir l'impression qu'on vend beaucoup de matériel au sens unitaire du terme, alors qu'en fait c'est qu'on fait beaucoup d'argent. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, pareil, je vais prendre des chiffres complètement bidons. Quand vous vendez 100 000 fusils d'assaut fabriqués en Occident et que vous allez les avoir vendus, allez, on va prendre le prix à peu près du 416 dans l'armée française, entre 600 et 700 euros l'unité. Petit insert en post-production pour préciser que je parle ici du prix unitaire de l'arme sans l'unité collective, c'est-à-dire sans tous les chargeurs, la bretelle, etc., tout le matériel, la baïonnette qui vont avec, parce que pour des idées de comparaison, il faut comparer le prix de l'arme nue, il ne faut pas regarder le prix de l'arme avec tous les accessoires qui sont compris au sens du marché. Quand vous les avez vendus, vous en avez vendu, donc vous avez fait, allez, je dis pas de conneries, 70 millions d'euros de bénéfices. Quand vous vendez... C'était un chiffre qui m'avait été donné par un importateur en 2013, quand vous vendez 1 million de Kalachnikov fabriqués en République populaire de Chine à 25 $, l'unité. Vous avez fait 25 millions de chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, vous avez vendu 1 million d'armes d'un côté et 100 millions de l'autre. Et est-ce que les 100 000 HK416 ont une puissance de feu et une capacité à équiper une armée supérieure à 1 million de fusils de l'autre côté ? La réponse est non. Donc ces chiffres sont extrêmement trompeurs, mais bon, allez, c'est une dégression qu'on va laisser de compter, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est pour garder les choses en perspective quand on dit que la France est le 5e pays mondial, le 5e exportateur mondial d'armement. Donc voilà. Donc finalement, ce qui a un peu tué l'industrie, c'est donc la privatisation, finalement. Ah, c'est mon interprétation. Le manque de volonté politique, l'absence. L'absence, le manque, de continuer à fabriquer, parce que je sais pas où ça en était, par exemple, dans les années 80, quand l'outil était encore là,
il devait y avoir encore de la recherche et développement, j'imagine, quoi. C'est une bonne question. Alors, il y a eu cette période un peu trouble et que je connais pas plus que ça, où il y a eu un rapprochement avec la FN Herstal et qui, à ma connaissance, date d'avant, hein, parce que quand il y a eu le développement de la carabine automatique légère, la CAL, donc le fusil d'assaut en 5,56 qui a précédé le FNC de la FN Herstal, l'arme a largement été testée en France, etc. Il y avait déjà, on va dire, une collusion forte. Le terme est peut-être mal choisi, mais entre l'armée française et la FN Herstal. Voilà, donc il y a eu cette période où effectivement la France, on va dire, a travaillé avec la FN, mais non, là on est plutôt, on va dire, après le FAMAS, c'est quand même plutôt le début de la fin. Il y a eu un projet qui était, que les gens se souviennent peut-être, qui est le PAPOP, tu trouveras je pense le truc un peu bizarre là, super futuriste. La valise avec le lance-grenade de 20 mm, le fusil qui devait être en 7,56 si j'ai pas de bêtises, et une conduite de tir électronique en prime, voilà, et qui faisait écho, je crois, à l'OICW des Américains. Il y a eu ce genre de choses. Mais il y a toujours en France de la recherche armement petit calibre qui est menée par la DGA, par exemple, notamment sur des questions de munitions de 5,56. Ça existe toujours, hein, il y a toujours des choses comme ça. Ça n'a juste plus l'ampleur que ça a connu, et surtout, il n'y a plus les moyens de production, parce que faire de la recherche, c'est une chose, faire de la production, c'en est une autre. Et donc, effectivement, après, toutes les entreprises qui faisaient ça, alors les entreprises, à la base, c'est quand même des arsenaux d'État, vu qu'en France, il y a le manufacture d'armes de Saint-Étienne, de Tulle, de Châtellerault, c'était des choses qui appartenaient à l'État. Mais tout ça, effectivement, ça a été, entre guillemets, démantelé au sens plus utilisé, en tout cas. Et donc, les employés ont été employés pour autre chose, ou les employés ont tout simplement, on va dire, quand ils sont partis à la retraite, ils n'ont pas été reconduits, etc. Donc, l'outil, il a disparu. Et le problème qu'on a en France par rapport à d'autres pays, c'est qu'en plus de ça, on n'a même pas un marché intérieur civil qui permet de justifier, de maintenir en place une industrie armement petit calibre. Et en plus, on a la fâcheuse tendance à acheter des trucs étrangers. Alors, donc, c'est exactement ce point-là que je voulais aborder, c'est donc Vernet-Caron. Puisque dans l'appel d'offres du remplacement, il faisait partie des 4 ou 5, je sais plus, propositions. Non. Alors, il faisait partie des candidats. Ah, des candidats, ouais. Ok. Voilà. Il faisait partie des candidats, et quand donc l'étape préalable a présenté un fusil, chez Vernet-Caron, moi le fusil qui a été présenté, c'était un dérivé du Galil ACE, donc une sorte de Kalachnikov modernisé par Israeli Military Industry, qui devait être, moi c'est ce qui m'a été présenté au stand Vernet-Caron, et ça devait être en 2014-2015, j'essaierai de retrouver, j'ai peut-être des photos, par les gens de chez Vernet-Caron, qui devait être produit à 50% en France et à 50% en Israël. Rien que ça, déjà, ça n'aurait pas matché. Il fallait que l'arme soit intégralement produite en Europe. Ensuite, l'autre truc qui ne matchait pas, c'est que la première chose, donc ça, c'était leur idée, c'est-à-dire... C'est marrant, ça, c'est un point que j'ai jamais entendu. Tu vois que... Mais parce que la candidature n'a pas du tout abouti, pour la raison que je vais exposer après. Ouais, ok. Moi, il y a l'histoire du chiffre d'affaires, mais c'est peut-être ça dont tu vas parler. Mais le reste, par rapport à, tu vois, les parties faites en Israël, je connaissais pas du tout. Tout à fait, mais parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas pu porter le projet jusqu'au devant la DGA, et mais voilà, mais il n'y avait pas que ça. Donc moi en tout cas, c'est ce qui m'a été présenté par les gens de chez Vernet-Caron au salon Milipol ou Rosatori au milieu des années 2010. J'essaierai de trouver, j'ai peut-être une photo de l'arme, j'essaierai de la sortir et de te la donner si je la trouve. Donc voilà. Et non, là où effectivement ça a coincé, c'est-à-dire avant de pouvoir prétendre, parce que ça n'a pas été la seule boîte française qui avait fait une proposition pour le fusil d'assaut de l'armée française. Il y avait également un armurier à Saint-Étienne qui proposait une espèce de truc très curieux, qui était un mélange entre un M16 et un HK-33, c'est-à-dire on avait un M16 avec une ouverture retardée par galet, même si j'aime pas le terme ouverture retardée par galet, et là aussi, le truc était absolument bancal. C'est un mec qui avait développé ça dans son armurerie, qui est une petite armurerie, et ça n'enlève rien au mérite du mec qui a développé mais quand même, c'est... Exactement. C'est, on va dire, rien que ça mérite d'être salué. Combien d'armes ont été fabriquées comme ça, Voilà, mais là par contre où entre guillemets la France a un devoir, c'est un devoir de fiabilité de ses approvisionnements. Déjà, avoir une seule source d'approvisionnement pour un armement petit calibre, c'est déjà critique, mais quand même, ils ont étudié la santé des entreprises qui pouvaient se présenter pour le marché du remplacement de l'arme, pour être capable d'assurer sur les 10 ou je sais plus, je crois bien que c'est les 10 prochaines années, la livraison et la maintenance des armes, vu qu'il y a une partie de la maintenance qui n'est pas faite par les armées. Quand il y a besoin de reconstruire des canons et des choses comme ça, c'est
pas l'armée qui va faire des canons. Donc il faut être capable de ça. Et c'est là que Verney-Caron ne remplit pas les conditions, c'est que la santé de l'entreprise Verney-Caron, et c'est souvent, on va dire, réduit au fait de dire la société n'avait pas le chiffre d'affaires adéquat. Non, c'est que surtout, elle n'avait pas la santé pour garantir à l'armée qu'elle était en capacité de produire et de fournir les armes sur les années qui avaient à venir. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Donc, effectivement, elle n'a pas pu aller plus loin pour ça, et donc elle n'a pas présenté d'armes. Donc c'est ça le souci. Mais on pourrait te répondre que oui, bah, dans ce cas-là, il suffisait que l'État injecte chez Verney-Caron, tu vois, investisse pour qu'ils mettent en place les lignes de production, etc. Mais je pense que c'est complètement utopique. Mais est-ce que c'est seulement légal du point de vue du droit européen ? Ah bah, bon, ça, alors, je sais pas. Et là aussi... non, mais ça, tu vois ce que je veux dire, c'est après, bon, ouais. on lit plein de choses hein, sur les forums, les commentaires fait. et tout ça, et il y en a qui pensent que bah, il suffirait de, dans ce cas-là, ouvrir une ligne de production, tu vois, chez Verney-Caron, financée par l'État, quoi. Alors, mais je suis pas sûr que ça soit... Non, mais c'est pas possible. aussi simple. Et ensuite, il y a un autre problème que connaissent bien. Hier, je discutais de ça à propos de Joe qui travaille dans l'industrie de l'automobile en Allemagne. Quand on arrête de faire de la production et quand on arrête de faire de la recherche et du développement pour la fabrication d'une arme, on perd des savoir-faire. Et quand on perd ces savoir-faire pour les réacquérir, ça ne suffit pas de claquer des millions, etc. Éventuellement, le meilleur moyen pour moi de racheter un savoir-faire, c'est d'acheter une licence de production. C'est-à-dire, on dit, voilà, demain, on décide que le HK416, ok, c'est très bien, c'est celui qui nous convient, mais par contre on va être capable de le faire en France, on achète la licence de production, et donc on achète un savoir-faire. Et là effectivement, on fait ça, et donc on peut acheter une compétence et acheter une capacité de production par ce biais-là. Par contre, généralement, je dirais pas que ça coûte plus cher, c'est pas nécessairement, mais par contre ça coûte plus cher dans le temps, et ça c'est sûr. Parce que quand on met en place une ligne de production, ça veut dire qu'il faut payer des salaires, ça veut dire qu'il faut payer des locaux, etc. etc. Et puis, t'imagines que voilà, 100 000 HK416 en 10 ans, ouais, ça fait 10 000. C'est pas énorme, mais ce que je veux dire, c'est tu fais quoi 10 ans après, quoi? Enfin, une fois que tu as produit tes armes, tu fais quoi de la structure que déjà tu vas mettre des années à fabriquer, peut-être une usine, un truc, à mettre en place des machines, donc tu perds du temps parce que bah, comme on dit, le FAMAS il vieillit, il a déjà dépassé le temps, il a fait son temps, quoi. Donc il faut pouvoir changer quand même tout de suite, rapidement. Donc il y a toutes ces questions-là, effectivement, du futur. Enfin, c'est pas parce que si il y avait un budget illimité, même avec un budget limité, ça serait pas possible. Enfin, il n'y a pas d'argent magique. c'est facile, mais voilà, c'est pour la blague, évidemment. Mais ouais, c'est pour la blague. Il y a une réalité économique quand même derrière. Voilà, mais exactement. Et il y a une réalité économique, et c'est vrai que, en fin de compte, on a laissé l'outil industriel français d'armement petit calibre être détruit parce que il n'y avait pas la volonté de maintenir ça sous perfusion. Parce que il faut quand même bien comprendre ça, c'est que l'outil industriel d'armement petit calibre français depuis sa création, c'est quelque chose qui est sous perfusion de l'État. Après, on peut l'accepter, c'est-à-dire on peut dire ouais, c'est très bien, moi je veux qu'on ait cette autonomie et je veux qu'on ait cette résilience, donc j'accepte que l'argent du contribuable soit dépensé à perte là-dedans, vu que c'est à perte. Moi, et si on pose mon point de vue à moi, la question est oui, bien évidemment, je suis favorable à ça. Mais à la limite, on s'en fout de l'avis d'Arnaud Lamotte. C'est pas l'avis des politiciens qui sont passés et qui ont été élus pendant ces périodes-là. C'est aussi bête que ça. Et c'est factuel, c'est pas faire de la politique, parce qu'il y a des gens qui vont dire après, ouais, on s'en fout de ces points de vue politiques. Mais c'est pas faire de la politique, c'est ramener ce que tu disais tout à l'heure, c'est ramener les choses au réel. C'est ça la réalité. Donc ouais, on a vu que l'outil industriel a disparu, les matériels, le parc est vieillissant, il y avait donc quand même un stock de pièces détachées prévu, mais est-ce que on a eu un besoin de refaire des pièces après coup? Oui, et complètement. Mais bien sûr, on est toujours obligé, parce que comme je disais, même si on a du stock et que quand on fait une bonne gestion de stock, on tombe normalement jamais à zéro. Mais par contre, quand on fait une gestion de stock, on consomme de la pièce, et quand on consomme de la pièce, on en recommande pour éviter de tomber à zéro. Donc évidemment, au bout d'un moment, on est obligé, on ne peut pas vivre sur des stocks existants depuis 20-30 ans, on est obligé d'en reproduire. Et là, quand on est obligé d'en reproduire, ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a certainement des pièces qui ont été fabriquées en France. Moi, j'ai le souvenir justement des tourelles porte-guidon qui étaient fabriquées par Verney-Caron, mais je ne sais
pas jusqu'en quelle année, mais par exemple, quand on a eu le besoin de faire les FAMAS félins et les FAMAS valorisés, c'est-à-dire les FAMAS qui étaient adaptés avec une prise de visée surbaissée et qui étaient accessoirisables, on a commandé des canons chez Beretta parce qu'on n'était pas capable de les faire en France, et les canons donc au pas de 7 pouces, compatibles avec la munition autant, donc la munition type SS-109 dont on reparlera après, voilà, ils ont été fabriqués à l'étranger. Idem, donc par Beretta. Idem, de mémoire, et ça a vérifié, il me semble que quand on parle des percuteurs et qu'on dit que ça coûte globalement, schématiste, 100 balles un percuteur, c'était même pas fabriqué en France. De mémoire, ces percuteurs, je crois bien qu'ils étaient fabriqués par une entreprise espagnole. Parce qu'évidemment, quand on a abandonné l'outil industriel étatisé, on s'est orienté vers le privé, mais il faut trouver du privé qui à la fois permet d'honorer les commandes et qui est compétitif. Et là, on sait bien, pareil, et c'est pas de la politique, même s'il y a des gens qui vont probablement faire ce procès en disant « ouais, tu politises le discours ». On sait très bien que la France n'est pas compétitive pour tout un tas de questions productiques et que c'est pour ça que les gens vont faire fabriquer, notamment dans le domaine industriel, des choses en Espagne, voire, pire encore, entre guillemets, en Chine, parce que tout simplement c'est plus compétitif. Donc c'était bien le souci, et c'est bien pour ça aussi qu'il n'y avait plus l'outil industriel, c'est parce qu'on n'était pas compétitif et qu'on n'a pas voulu maintenir cet outil au prix de l'argent du contribuable. Alors ce que tu dis c'est intéressant justement sur le changement des canons, puisque le FAMAS c'est une arme des années 70, le F1 de base il n'est pas compatible avec la munition, tu vas me corriger, avec la munition de 5,56 autant. Tout à fait, mais en fait, il peut pas l'être, parce que le FAMAS, quand il est développé et il est adopté, la munition de SS-109, elle n'est pas standardisée en l'OTAN. La standardisation de la munition SS-109, c'est 24 octobre 1980 par l'OTAN. Donc, pour les gens, parce que les gens ne connaissent pas forcément la distinction. Dans le 5,56, il y a deux grandes familles de munitions. Il y a les familles de la M193, qui est la munition qui fait 3 grammes 50 grammes, dont le projectile est composé d'un noyau en plomb chemisé avec du tombac, et qui est la munition, la première 5,56, globalement celle qui est sortie avec le M16. C'est la fameuse munition... Le M16A1 du Vietnam. Voilà, exactement, du M16 et M16A1. Et le M193 qui est la munition plomb, qui globalement c'est celle qui a l'effet que les Américains appellent le lead storm principalement, c'est-à-dire qui va dénoyauter jusqu'à 150 mètres quand elle est tirée dans un canon de 20 pouces, et elle fait des blessures qui seraient horribles, etc. et compagnie. Bon, il y aurait tout un sujet à faire là-dessus. Ça explose bien les pastèques, on sait. Voilà, exactement. Voilà. J'allais dire, pour les gens que ça intéresse, on va pas digresser ici là-dessus, c'est largement évoqué dans plusieurs articles qui sont disponibles sur Alaï Publication, c'est l'instant pub. Allez sur Alaï Publication et abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi au Faux Poudre, évidemment. Et Tipeee, tout ça, machin, tout ça. Voilà. Donc bon, c'est fait. Donc on peut retourner aux choses sérieuses. Donc voilà, la M193. La M193, et donc cette M193, quand elle est... là aussi, je fais un raccourci. Pour la stabiliser correctement, il faut un pas de rayure d'un canon qui fait un tour en 12 pouces, soit 305 mm. Mais cette munition s'avère décevante pour tout un tas de raisons, et notamment sur ses capacités de perforation à longue distance. Et pour cause, elle n'a pas été pensée pour ça. Donc, quand elle veut être standardisée dans l'OTAN, ils vont faire des essais et ils vont essayer de chercher une munition qui est naturelle, enfin qui est plus perforante. Plus mieux, exactement. Ouais. Et celle qui va être retenue, c'est la SS-109, SS voulant dire Spitzer Schwer Geschoss, c'est-à-dire balle pointure lourde. Ouais. Donc on sent bien que... Elle n'est pas d'origine belge ? Si, elle est belge, je l'ai pas dit, il me semblait. Et le nom est allemand, du coup. Oui, oui, absolument. Mais tu sais bien que la Belgique est un grand pays de par sa diversité. Donc voilà. Mais donc du coup, on peut en déduire que c'est pas des francophones qui ont développé ça. Mais donc la balle pointue lourde, en fin de compte, donc Spitzer Geschoss, qui fait 4 grammes, alors elle est à peine plus lourde, mais en fait c'est beaucoup, ça fait 17% de plus, et surtout elle a une composition d'un noyau qui est avec une pointe en acier au-dessus d'une base en plomb, le tout chemisé. Et donc cette pointe en acier évidemment va donner des capacités de perforation à longue distance qui va être supérieure, ajoutée au fait que la balle est plus lourde. Mais le problème c'est que ça déplace très fortement le centre de gravité du projectile à l'arrière, et donc pour stabiliser ces munitions là, il faut un canon avec un pas de rayure en 7 pouces, donc 168 mm pour un tour de rayure. Il y a des gens qui vous disent c'est stabilisé avec 9 pouces pour le truc. Oui, c'est vrai, mais vous stabilisez pas les variantes traçantes avec un canon de 9 pouces. Donc il faut bien un canon de 7 pouces pour stabiliser les munitions militaires. Les munitions militaires qui comprennent les balles traçantes. Et donc, quand on adopte le FAMAS, personne n'utilise la SS-109. Je suis même pas sûr que la SS-109 soit régulièrement produite. Donc on ne pouvait utiliser
comme munition de référence que la M193, et toutes les armes qui ont été produites avant l'adoption de la SS-109 par l'OTAN, globalement sont en M193. Je dis globalement parce qu'il y a peut-être l'exception des armes belges, je pense ici au FNC et à la Minimi, qui sont, pareil, c'est un système d'armes en 5.56, FNC et Minimi, qui sont sans doute dès la base compatibles avec ça, mais c'est pareil, on est à la fin des années 70, début des années 80. Et donc, du coup, l'OTAN standardise les calibres pour le 5.56, et le standard, c'est la balle de SS-109. Exactement, et toutes les armes qui ont été développées et adoptées avec la M193, il n'y a pas de compatibilité à moins de, à minima, changer le canon. Changer le canon serait dans l'absolu largement suffisant là-dessus. Après, il faudrait sans doute aussi voir par rapport à l'étalonnage des organes de visée, parce qu'il y a sans doute pas la même chose. Si vous avez des organes de visée réglables avec la distance, ce qui n'est pas le cas du FAMAS F1, le FAMAS F1, le réglage en fait se fait sur une distance unique. De mémoire, réglementairement, c'est un réglage qui est fait pour tirer point visé, point touché à 200 mètres. Voilà, mais vous avez des armes, comme vous prenez un M16A1, les organes de visée du M16A1, vous avez une équerre qui propose deux distances, c'est 250 et 375 mètres. Si vous changiez de canon, là, il est tout à fait vraisemblable que l'équerre ne soit plus valide. Alors, il faudrait changer aussi l'équerre. Mais les Américains, en fait, eux, ils vont basculer du M16A1 au M16A2 à cause de ça. À cause de cette nouvelle munition qui est la M16A2, qui est la SS-109, pardon. Et d'ailleurs, les Américains ne voulaient pas basculer sur la SS-109. Ils voulaient leur propre munition qui était compatible avec leur ancien parc pour éviter de racheter des armes. Donc, c'est ça. Donc, en fait, la France ne s'est pas spécialement fait avoir avec ce truc-là. Tout le monde s'est fait avoir avec ce truc-là. Donc ça, c'est pas un souci. Et ça veut dire quand même que le FAMAS de base, il n'était pas donc compatible autant, finalement. Tout à fait. Et que si on voulait être compatible, faut changer les canons. À minima, donc ça a un coût, évidemment. Et puis, en plus de ça, effectivement, on va parler de l'aspect de la polyvalence de la plateforme du FAMAS. Voilà, comme on disait, hein, c'est une arme des années 70. Exactement. Forcément, aujourd'hui, l'équipement change. On veut des rails de partout, mais c'est une image. Hein. Mais évidemment, pouvoir mettre une optique, déjà. Rien que ça. Absolument. De base, quoi. Et le FAMAS n'est pas le FAMAS dans sa formule telle qu'il est adopté n'est pas pensé pour être équipé de base d'une optique, et ça sera je dirais pas un de ses plus gros défauts, mais en tout cas un très gros défaut, un défaut qui est corrigeable. Ça a été corrigé dans les armées avec l'adoption donc du FAMAS infanterie qui utilise la PGMP, la poignée garde-main polyvalente, qui incorpore un rail qui vient s'attacher sur un point d'ancrage à l'avant du tube enveloppe et qui ensuite récupère derrière la fixation sur la tourelle d'œilleton, pardon. Voilà, et donc effectivement c'est faisable, mais ça aussi ça a un coût. J'ai plus le coût en tête, mais c'est quand même, je crois que c'est quand même peut-être quelques centaines d'euros, donc ça coûte un peu d'argent. C'est pour ça que tous les FAMAS n'ont pas été revalorisés en FAMAS infanterie. Voilà, et donc nous tu dis la PGMP, hein, c'est peut-être 200 ou 300 euros pour chaque arme, quoi. J'essaierai de retrouver le chiffre, on le mettra en post-prod, parce que du coup c'est pas du tout possible de prendre une optique et de la fixer sur la poignée garde-main du FAMAS, qui est une pièce intégralement en plastique. Donc plastique au sens large du terme, hein, c'est-à-dire en matière synthétique. C'est pas du tout assez rigide, ça marche pas. Il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais quand je dis il y a des gens qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, s'il y a vraiment des gens qui ont essayé de vendre le projet en disant regardez, avec deux vis BTR, je mets un morceau de rail Picatinny dans ma poignée, plop plop, ça marche. Et non, ça marche pas. Quand on fait des essais à 75 mètres, vous ne tenez pas le noir d'une C50, et vous ne tenez pas la C50 en fait globalement. Donc c'est une escroquerie. Et on voit déjà que le coût, enfin je veux dire, entre le changement du canon, la PGMP, rien que ça, on est peut-être à, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on est peut-être à 500 euros. Donc on est peut-être et si tu disais, le HK c'est on est entre 6 et 700, hein. Entre 6 et 700 euros. J'ai pas le chiffre exact en tête, donc, mais on est entre 6 et 700 balles. Tu vois, déjà, on est déjà quasiment au prix d'une nouvelle arme, quoi. Oui. Alors effectivement, ça fait relativiser les choses. Et exactement. Et ensuite et d'ailleurs entre guillemets, ce cheminement-là, nous on l'a aujourd'hui ici, mais évidemment que les généraux de l'armée française, qui sont à ne point douter des gens qui sont patriotes et qui auraient rêvé d'avoir une arme française pour se substituer à une arme française. Ce cheminement-là. Moi le premier, hein, c'est clair. Et moi avec. Et ces gens ont fait ce cheminement intellectuel. C'est une évidence, c'est sûr et certain, et c'est même documenté aux yeux de l'histoire, c'est-à-dire les documents, vous n'y avez pas accès, mais ces documents, ils existent
existent dans les archives de l'armée française. Ces études, elles existent. Donc ça, là aussi, il faut pas en douter. Les gens ne font pas des choses autour d'une réunion sans écrire un papier, surtout pas l'administration française qui a la maladie du papier. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Mais donc oui, ça a été réfléchi. Et donc non, c'était simplement pas possible. Et pareil, parce que là, tu évoques les optiques. Les optiques aussi de tir de nuit. Alors évidemment, pareil, on a fait le système pour mettre l'OB50 dessus, mais on va dire quand on arrive avec après le 11 septembre 2001, avec tous ces conflits asymétriques, on a des besoins en armement qui n'ont strictement rien à voir. Parce que la puissance de feu, de toute manière, elle est toujours favorable au pays qui est le mieux équipé et qui est le gros pays. Par contre, on a besoin d'une plus grande versatilité. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir des armes qui sont polyvalentes et on a besoin d'avoir des unités de combat qui sont polyvalentes, qui sont travaillées à faire plusieurs choses. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des unités dans l'armée pour des conflits symétriques. On a des unités qui sont dédiées à certaines choses. Et donc, besoin d'unités polyvalentes et donc besoin d'armements polyvalents. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître des besoins d'armes avec optique de tir de jour, optique de tir de nuit, etc. Tu vois, je laser. Des photos là du félin, donc le fameux système félin qui me fait un peu sourire entre guillemets vu la taille du truc, mais je trouve pas que c'est une bonne évolution moi du FAMAS, à part qu'il y ait le rail effectivement qui soit réduit, mais l'attirail complet avec la lunette. Donc c'est quoi, c'est une OB50 ou c'est Ah non, c'est pas du tout, c'est la lunette. Je crois qu'elle s'appelle lunette félin. Ça pareil, on peut le trouver, j'ai la documentation de ce truc là, donc bref, je trouve que là c'est un peu too much, on va dire, OK, on passe d'un truc qui manquait de modularité, là on essaie de lui faire tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et en intégrant, bien comprendre quand on parle du système félin qu'il faut intégrer la notion de numérisation du champ de bataille. C'est-à-dire tout ça aussi, c'est pour permettre la prise de décision par l'état-major et le commandement avec le plus de précision possible en temps réel sur le terrain. Ça sert à ça le système félin. C'est pas uniquement pour mettre une caméra thermique sur un FAMAS pour le fantassin. Le système félin, c'est avant tout pour permettre une prise de décision et de coordination efficace sur le terrain. C'est bien pensé pour ça. Et effectivement, c'est absolument justifié, même par rapport à un conflit asymétrique. Il y a pas de même par rapport à un conflit à haute intensité, il n'y a pas de problème. L'information, c'est un des nerfs de la guerre avec le pognon, les hommes, le matériel. Voilà, mais du coup, l'information, le renseignement, d'ailleurs on ne dit pas l'information, on dit le renseignement. Voilà, et effectivement, le système félin par rapport au renseignement, il est très intéressant. Par contre, est-ce que le système est réaliste par rapport à nos capacités techniques actuelles? Ça, c'est un autre débat, mais on va pas se lancer là-dedans, et je suis pas sûr d'être le meilleur interlocuteur pour en parler. Ah oui, toi, le félin est plutôt positif, en fait. Non, je dirais pas qu'il est positif sur ce qu'il a donné. Je disais que c'est un programme qui a du sens. C'est un programme qui mérite d'être étudié. Et on parlait justement de recherche et développement. Ne pas faire de la recherche et de développement dans la direction du félin, pour moi, c'est une erreur. Par contre, tous les programmes comme ça, la vraie question, c'est de savoir à quel moment on dit stop. Mais là, c'est ce que je disais, je suis clairement pas le mieux placé pour ça. Parce qu'il y a toute une composante sur la numérisation du champ de bataille que moi, je ne maîtrise pas. C'est quelque chose que j'ai regardé, qui m'intéresse un petit peu, on va dire, en culture d'homme du monde. Mais clairement, c'est pas mon domaine de travail. Moi, je suis un rat d'atelier. Je suis un mec qui gratte de la ferraille. Je suis un connaisseur d'armement petit calibre. Je suis pas, l'intégration du système félin sur la numérisation du champ de bataille avec l'arrivée du BVBCI, etc. et compagnie. Et il y a des gens bien, on va dire, je n'estime pas avoir 5% des connaissances nécessaires pour évoquer le système félin dans son intégralité, mais la chose me paraît justifiée, et la numérisation du champ de bataille, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la lunette qui a été montée sur le FAMAS ou sur le FRF2. C'est vrai que quand on voit la lunette sur le FAMAS ou sur le FRF2, moi je suis désolé, quand je l'ai eu en main, j'ai rigolé. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il fallait pas l'étudier. Sur le FRF2, tu parles de la Scrum, là? Non, bah ça j'ai la photo. La personne qui est sur la photo, je pense, ne voudra pas, mais tu pourras flouter la photo éventuellement. Ouais. Mais il y a un camarade que tu connais qui est sur la photo et qui a ravi. Non, parce que la lunette, j'exagère le trait, elle est aussi lourde et aussi gros que le flingue. C'est ridicule. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est voilà. Et on a fait le test in vivo. L'arme, tu l'as fait tomber de même pas 50 cm, je crois, de 20 ou 30 cm sur sa crosse. La lunette s'arrache du son montage parce qu'elle est trop lourde. C'est pas le F2, là. Ouais, sur le FRF. Ah ouais. Bon. Donc okay. c'est voilà, mais une fois de plus, ça veut pas dire que ça n'a pas de sens, ça veut pas dire qu'il faut pas le développer. On peut pas d'un côté dire on aurait bien voulu qu'il y ait une arme française et de l'autre côté dire on veut pas étudier et développer des systèmes français. Ça serait parfaitement contradictoire.
Mais du coup, quand on prend la version valorisée, donc avec son rail qui est beaucoup plus bas, qui a vraiment été retravaillé, là on peut mettre une optique, donc un point rouge, etc. Enfin, ce qu'on veut dessus. Là, il y a vraiment une modernisation, je trouve, de l'outil, de l'arme. Moi, je me demande, qu'est-ce qui a fait que finalement, ça n'ait pas été plus développé. Enfin, en fait, là, je trouve qu'on a la version, une bonne version, entre guillemets, du FAMAS, en tout cas très moderne, et qui permet d'adapter facilement une optique dessus. Bon, on peut peut-être pas forcément bien mettre une poignée dessous, par exemple. Si, je crois. Hein. Ah ouais? Je crois que c'est... Oui, il me semble qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Parce que après, c'est pareil, donc les lampes. Bon, le laser, je pense pas que ce soit utilisé dans l'armée. Si, bien sûr, Ah pour ouais? le tir de nuit, D'accord. bien sûr. Ouais. Ok. Ah bah oui, si, bien sûr, oui, c'est vrai que les lasers avec quand t'as les une lampes, paire, ouais, quand t'as une exact. paire de Lucie de JVN sur les yeux, tu ne peux pas prendre une visée confort, mais là, le laser trouve tout son sens. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que comme je pratique pas ce genre de choses, ça me. Enfin bref. Mais moi, j'ai essayé une fois, mais j'ai pas pratiqué non plus. Mais par contre, effectivement, quand t'es en pleine nuit, et donc du coup, ça, j'ai eu la chance de faire quelques séances de tir de nuit, et effectivement d'essayer ça. C'est vrai que quand t'as les lucies sur les yeux, donc c'est les trucs qui permettent de voir la nuit, quand tu utilises ça, ouais, le laser prend tout son sens, clairement. Ouais, d'accord. Ouais. Mais là, du coup, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de bien. Et ça, par contre, je ne comprends pas que ça n'ait pas été plus développé. Mais bon, on en revient au fait que l'industrie n'était pas là. Et je pense, c'est ce que j'allais te dire, je pense que le problème c'est ça, je me demande quel a été le coût, je veux pas dire de bêtises, je sais pas combien on a fabriqué de FAMAS valorisés, je sais pas si c'est 10 000 armes ou un truc comme ça. Mais qui a proposé ça? Alors, à ma connaissance, alors qui a proposé ça? Ces personnes qui l'a proposé, c'est une émanation de l'armée française, c'est-à-dire c'est l'armée française qui a voulu ça. Qui a réalisé ça? À ma connaissance, Nexter. Qui a fait l'assemblage des armes, à ma connaissance? Qui est basé où? Qui est toujours en France ou... qui est toujours en France, et qui Nexter aujourd'hui c'est toujours pareil, et partout en France. Il y en a une partie à Bourges, il doit y avoir, à ma connaissance, il y a encore probablement des trucs à Tulle, il y a des choses. Nexter c'est un consortium, il faut le voir comme ça, c'est pas juste une usine, c'est pas comme Claire Core qui a une usine à Obendorf à Neckar, ou comme Sig Sauer qui avait une usine à Eckernförde. C'est un consortium, c'est un groupement d'industriels. Ça reste ça. Donc voilà, donc ça a été fait ça, mais par contre ça a été fait à ma connaissance avec des pièces qui ont été sans doute pour partie fabriquées en France, mais surtout fabriquées à l'étranger. On en revient au cas du canon 7 pouces, enfin pas de 7 pouces, qui a été fabriqué par Beretta. Donc voilà, mais par contre à quel coût? Ça c'est la vraie question. Voilà. Quel a été le retour d'expérience des fantassins? Une autre chose qu'on n'a absolument pas évoquée et qui est parfois mal compris sur le FAMAS, c'est que le FAMAS n'est absolument pas ambidextre, mais pas du tout. Une arme ambidextre, c'est une arme qui peut être servie indifféremment sans opération de modification par un tireur droitier et gaucher en fonction du moment où la situation l'exige. Mais un FAMAS, en fonction de quand vous faites une ouverture d'angle, c'est-à-dire quand vous êtes sur un angle de bâtiment, si vous êtes à droite et que vous êtes droitier, c'est très bien parce que vous pouvez passer la tête avec votre fusil à droite, mais si vous êtes à gauche, vous pouvez pas épauler votre arme sur la gauche et tirer en épaulant à gauche. Ce n'est pas possible, vous prenez la douille dans la tronche. Donc c'est juste pas possible. Donc l'arme est pas du tout, l'arme est adaptable, mais elle n'est pas ambidextre. Pas du tout. Voilà. Et c'est très bien qu'elle soit adaptable. Mais là aussi, ça correspondait, on va dire, à une doctrine militaire. Et quand on en revient à ces questions de polyvalence, est-ce que ça pose un souci ? C'est peut-être pas à Arnaud Lamotte de le dire, c'est peut-être à l'utilisateur final de dire nous dans notre utilisation tactique de l'arme, ça ne nous convient pas. Et peut-être qu'effectivement le FAMAS valorisé ne convenait pas par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après l'outil, il est intéressant, même si très honnêtement, moi tu me mets un FAMAS valorisé sur la table ou un FAMAS F1, je vais prendre un FAMAS F1. Mais ça c'est mon côté nostalgique et c'est parce que j'aime bien le côté rustique de l'arme. Oui, c'est sans doute pas rationnel, mais j'aime bien justement le côté rustique du FAMAS F1 avec ses organes de visée qui sont très largement carénés et protégés par la PGMP, par la poignée garde-main, pardon, et qui justement, donc du coup, on va dire, sont solides. Parce qu'après, moi, quand je vois une lunette sur une arme à feu, ce que je pense immédiatement, c'est l'arme va tomber, la lunette va prendre un pet et le tir va être déréglé. Et ça, c'est un problème. Alors, peut-être que c'est invalider mon propos par la résistance des matériels, mais jusqu'à présent, j'ai pas l'impression. C'est pas l'impression que j'ai. Moi, j'ai quand même vu, y compris des EOTech, péter, etc. Et pareil, les organes de visée mécaniques de secours
tu sais, tous ces organes de visée qui sont rabattables, etc. et compagnie. Ouais. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est très bien au stand de tir, il n'y a aucun souci, etc. Par contre, sur le terrain, vous accrochez quelque chose, vous le pétez, vous faites tomber l'arme par terre, vous le pétez, et il n'y a rien de pire qu'une arme à feu avec laquelle on ne peut pas viser. Et pour moi, la première des visées reste la visée mécanique. C'est pour ça que j'aime bien cette poignée garde-main qui protège, etc. J'aime bien, et je trouvais que ça, sur le FAMAS, c'était très bien fait. C'était bien fait, ouais. Il y a un autre aspect, c'est aussi le tir à la grenade. Est-ce que c'est une grenade qui se fixe sur le canon? Ouais. Je sais même pas si en fait finalement aujourd'hui je vois que des lanceurs de style M203. Lanceur de 40 mm. Ouais. Lance-grenade auxiliaire. Voilà, c'est devenu le classique, je dirais. Ouais. Est-ce que le type de grenade que lançait, enfin la façon en tout cas dont est lancée la grenade sur le FAMAS, c'est pas devenu un peu obsolète face aux grenades classiques Alors, grenades de 40 mm là. Ouais, le lance-grenade auxiliaire de 40 mm. Alors comme son nom l'indique, le lance-grenade auxiliaire est auxiliaire, c'est-à-dire il est rajouté sur l'arme, donc ça veut dire que déjà ça rajoute du poids sur l'arme et de l'encombrement sur l'arme. Déjà, quand on prend un FAMAS ou un 416F, parce que le 416F, dans ses critères par rapport à l'appel d'offres, il y a la capacité de tirer des grenades à fusil. Ce qui était le critère pour tous les concurrents, hein. C'est pas que le HK416, ça a été demandé au Ski, au SCAR, au VHS2, etc. Déjà, ça ne redit pas l'arme, donc ou marginalement, parce que le tromblon lance-grenade qui est au bout du fusil, il alourdit rien l'arme. Ensuite, pour avoir discuté avec pas mal de militaires, ça fait partie des choses que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait de tir de grenade à fusil. Voilà, j'ai tiré du 40 mm, y compris dans sa variante automatique, mais j'en ai jamais tiré de l'explosive, c'est-à-dire j'ai tiré de la munition, on va dire à effet du lanceur de balles de défense de 40 mm, l'infâme LBD. J'en ai tiré des centaines et des centaines de ces cartouches-là pour faire des réglages. On pourra en parler, mais peut-être que j'aurai des problèmes derrière. Donc peut-être pas en parler. Et donc t'as visé des gens, c'est ça? Non, parce que moi j'ai fait les réglages et le fait que c'est pas adapté à l'usage qu'il en est fait, on le savait avant même que ça soit mis en service. Mais bon, c'est la parenthèse. Okay, les gens feront une capsule de ça va finir en short sur le net, et moi je vais finir au trou. Les militaires avec qui j'en ai discuté m'ont dit que le pouvoir d'une 40 mm et le pouvoir d'une grenade à fusil qui est montée sur un empennage de diamètre 22 mm, donc diamètre interne de 22 mm, c'est pas le diamètre de la grenade, c'est le diamètre du tromblon. Du canon. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir en termes de puissance, d'efficacité au tir. C'est-à-dire une 40 mm, je vais prendre voilà, c'est un P d'oiseau, et l'autre, il y a vraiment une efficacité où on va se rapprocher d'un mortier léger ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pendant un temps, vraiment, c'est vraisemblablement, c'est vraiment très efficace. Et sachant que le concept à la base, c'était que voilà, dans un groupe de combat de grenadiers voltigeurs, il y avait plusieurs personnes qui avaient ça, donc il y avait la capacité de déployer pas un mec avec un lance-grenade, mais potentiellement le groupe de combat, chacun avec une grenade, et faire un tir de saturation avec ce type de grenade. Et là, au niveau efficacité, c'est redoutablement efficace. Sans transporter une autre arme, on fait que transporter les grenades. Les grenades, Donc voilà. Donc non, pour les gens que j'ai côtoyés qui ont tiré les deux, m'ont dit ça n'a rien à voir. La grenade à fusil qui va sur le FAMAS ou le 416 est bien plus efficace que la 40 mm, qui a des qualités aussi, notamment dans sa composante anti-véhicule, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais bon, visiblement, c'est quand même pas tout à fait comparable. Et par contre, ça veut dire que effectivement, il y a que la France à utiliser ça. Non, je crois pas. Je pensais justement à l'interopérabilité avec l'OTAN. Si ces grenades-là ne sont pas, encore une fois, compatibles OTAN, c'est toujours embêtant pour la logistique derrière, quoi. Ouais, mais la 40 mm l'est pas non plus, à ma connaissance. D'accord. À ma connaissance, l'est pas non plus. Alors l'intérêt des matériels interopérables OTAN, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas, c'est tout simplement que l'OTAN est quand même quelque chose de très diversifié. Les pays et les équipements qui sont en service sont très variables. L'armée française et l'armée américaine n'utilisent pas les mêmes choses, et donc le but d'essayer d'établir des critères d'interopérabilité, c'est faire en sorte que, à minimum, le carburant, ce que j'avais de dire, c'est-à-dire ce qui permet de faire fonctionner les armements, soit interopérable. Donc on va essayer de standardiser les obus de 155 mm. Aujourd'hui, avec l'actualité, on voit très bien à quel point c'est hyper important. On va essayer de rendre interopérables les munitions petit calibre. On va essayer de rendre interopérable tout un tas de choses comme ça qui permettent de faire tourner la machine de guerre sans proprement parler du matériel.
Je crois pas que la 40 mm soit standardisée, peut-être, c'est à vérifier. En tout cas, elle l'est pas au sein du MOPI, donc le MOPI c'est le Manual of Proof and Inspection multicalibre, donc enfin voilà, pour Small Arms multicalibre, donc c'est le manuel qui permet de codifier ces choses-là. Donc en tout cas, il y est pas, dans le MOPI multicalibre aujourd'hui, vous avez le 9 mm Parabellum, le 9 par 19, vous avez le 4.6.30, vous avez le 5.7.28, vous avez le 5.56, vous avez le 7.62, vous avez la 7.62 par 51, et vous avez la 12.7.99. Bon bah écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Ouais. Si on devait du coup répondre à la question, fallait-il conserver le FAMAS? Bah en fait c'est compliqué de répondre. On a envie de répondre oui, Bah oui. mais la réalité économique fait que c'est pas viable en fait. Moi je dirais, nous sommes-nous donné les moyens de garder le FAMAS? Et je pense que là la réponse est non. Et que elle est aussi bête que ça. Et en fait, c'est la question de fallait-il garder le FAMAS? Est-ce que c'est la bonne question? Et à mon avis, c'est sommes-nous donné le moyen de garder le FAMAS ou de garder une arme française? Et la réponse est non. Et c'est de la faute de... j'ai envie de dire de personne. C'est une décision politique dans une démocratie. Oui, bah je pense que bon, on aura certains commentaires qui nous diront oui, c'est tel gouvernement de tel bord, etc. Ouais. Bon, ou qui nous diront que on s'en fout de nos avis politiques. Ouais, aussi, bon. Ça... Toi-même, tu sais. Voilà. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais maintenant, bon, la réalité fait que quand on regarde, donc c'est 2016, hein, c'est ça le début du... La notification, ouais, c'est septembre. Alors j'ai toujours un doute si c'est septembre 2016 ou septembre. Je peux te le dire ça rapidement. Et quand on est en 2016 et qu'on veut changer d'arme, bah en fait, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix, faut acheter à l'étranger, quoi. Et exactement. Mais alors, bon, sachant que le marché, il a été lancé avant 2016. Hein. Il a été lancé, mais il a été lancé quelques années. Je veux pas dire de conneries, ça doit être 2014 le lancement de l'appel d'offres. Ouais, bah même 2010, 2014, voilà. Tu t'as pas le choix, en fait. Et exactement, tu n'as pas le choix. Et c'est, on va dire, en France en tout cas, nous n'avions pas le choix. Pour le prix de moins d'un missile, j'exagère le trait, mais c'est pour regarder les perspectives. Ouais. Mais donc oui, pour pas cher, on a remplacé les 100 000 armes qu'on avait besoin pour l'armée française. Ouais. C'était le 22, la notification du marché, la date officielle, c'est le 22 septembre 2016. Voilà. D'accord. Ça, je savais que je le trouvais facilement. Donc voilà. Mais ouais. Et donc bon, après, il y a des sujets techniques qu'on n'a pas évoqués, mais bon, est-ce que c'est intéressant? Le FAMAS comme le M16, les obstructions de canon, ça n'aime pas plus que ça, même si ça aime mieux qu'un M16 quand même, mais ça n'aime pas spécialement. Il y a tout un tas de critères sécuritaires qui feraient qu'aujourd'hui le FAMAS non plus ne serait plus admis, on va dire. Ouais, tout à fait. Donc, et l'obstruction des canons, par exemple, ça en fait partie, et notamment l'obstruction du canon par quoi? Parce que les gens vont se dire, comment ça l'obstruction du canon? La présence d'eau, parce que l'arme est passée sur un passage à guet, ou parce que dans un débarquement, ou parce que... attends, là je vais mettre un petit montage avec un petit M16 qui explose. Voilà. Et tu peux mettre avec le 416 derrière qui explose pas en prenant la vidéo de chez HK et en faisant le recoupage. On en reparlera parce qu'on fera probablement une deuxième partie sur le 416, mais... Exactement, et donc il y a cette problématique-là, et on a évoqué rapidement la problématique de l'interopérabilité avec les munitions de temps. Là, il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné, de sujets qui ont tourné sur le fait de on peut tirer de l'étui-laiton dans le FAMAS. Bien sûr qu'on peut tirer de l'étui-laiton dans le FAMAS, mais par contre, ce que j'aime pas moi à travers ces vidéos-là, c'est que la conclusion est souvent on peut tirer tout et n'importe quoi dans le FAMAS, et ça pour le coup c'est pas vrai. C'est-à-dire, on n'a pas le fonctionnement du FAMAS, qui est un fonctionnement qui était lié à un système que j'appelle mécaniquement avantagé, c'est-à-dire, en fait, on a un système de levier à l'intérieur de l'arme pour permettre l'ouverture en temps voulu. Ce système-là fonctionne de manière très différente, avec des contraintes très différentes d'un système à empreinte gaz. Et aujourd'hui, la généralisation, c'est l'empreinte gaz, et notamment pour des questions sécuritaires, parce que ça permet de faire du verrouillage. Et donc, le FAMAS, là-dessus non plus, n'aurait pas été, n'aurait pas pu correspondre. Comme les fusils que j'adore, qui sont les fusils G3, HK33. Voilà, ce n'était pas possible. Donc, le FAMAS, il était bien dans les années 70, à la fin des années 70, dans les années 80, et même au début des années 90, mais dans un contexte, on va dire, de réintégration de la France à l'OTAN et on va dire, des critères techniques actuels et de volonté de polyvalence, c'est une arme qui a fait son temps.
sans avoir tout balayé, parce qu'effectivement on essaye de faire un format court, parce que on essaye voilà, de faire quelque chose de digeste, et sur les dernières vidéos on était sur des formats de plus de 2 heures, et c'est vrai qu'on comprend bien que ça constitue un frein pour les gens, les auditeurs, donc on essaie de faire quelque chose de court, et en faisant court on est obligé à la fois de ne pas tout traiter, parce que sinon ça serait trop loin, et on est obligé de prendre certains raccourcis, en espérant que ces raccourcis on les prenne les mieux possible, et qu'on ne donne pas de mauvaises interprétations. Mais il faut bien comprendre ici, que ce soit à travers nos écrits, ou que ce soit à travers le podcast qu'on a fait aujourd'hui, on n'est pas en train d'essayer de vous convaincre de quelque chose, on est en train de vous rapporter notre expérience, notre analyse de la chose, qui n'est qu'une voix parmi d'autres, et on vous encourage vraiment à écouter d'autres sources, à vous forger votre propre opinion, et nous on espère simplement que à la fois vous avez passé un bon moment, parce que c'est quand même ça qui compte aussi, et que vous serez sorti de là en ayant appris tout un tas de choses, et que ça vous donnera envie justement de creuser et d'aller plus loin, ce qui vous permettra de voir d'autres sources, dont peut-être la divulgation, dont peut-être des vidéos qui seront plus longues. Voilà. Et on peut dire qu'il y aura une deuxième partie, ou un autre podcast qui sera consacré évidemment au HK416. Donc on verra ça. Le F, oui, bien sûr. Ouais. Donc on pourra aborder du coup le remplaçant, évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on sera là pour y répondre, il n'y a pas de problème. Et puis, écoutez, merci de nous avoir suivis jusque-là. Et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Thomas. Ciao. Ciao.